nouvelle saison des Causeries Saisies. J'ai un plaisir immense à vous retrouver. Une nouvelle année avec de meilleures conditions sanitaires nous permet de remplir l'amphithéâtre. Aujourd'hui, nous accueillons nos promotions de master spécialisés qui ont eu leur rentrée donc, il y a quelques jours. Donc, merci à vous, merci d'être là. Nous avons donc le live où il y a donc, tous les centres saisis peuvent nous regarder, mais également les tuteurs, les réseaux professionnels et personnels de tous, puisque le live est diffusable gratuit. C'est un lien unique pour l'ensemble de la saison. Donc, je rappelle le concept des causeries pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, c'est un cycle de conférences. Donc, tous les mardis de 13h à 14h, nous vous proposons de fin octobre à fin avril des conférences, ou plutôt causeries, sur des thèmes complètement divers et variés. C'est l'intérêt des causeries, vous apporter des outils pour enrichir votre culture générale, toucher du doigt quelques technologies de l'industrie du futur, techniques de management ou autres, afin que vous ayez voilà, une formation plus riche, plus diversifiée. Ça ne colle pas forcément au cahier des charges, ce n'est pas un cours, mais c'est vraiment un apport de connaissances supplémentaires qui vous permettra soit d'avoir les bases, soit d'aller plus loin si ça vous intéresse encore plus. Donc aujourd'hui, je vous propose donc de... Alors, attendez, je vais juste... De commencer le cycle de conférences par... Donc là, Aurélie Salon, bonjour, qui représente le cabinet Michel Ledoux, donc qui est chez nous, qui participe aux Causeries Saisies depuis le début, depuis 8 ans maintenant. Un grand plaisir d'accueillir Aurélie aujourd'hui. Elle va vous parler, comme vous pouvez le voir, donc de santé, sécurité au travail et la thématique très actuelle, évidemment, du harcèlement physique et moral en entreprise. La causerie va se dérouler comme suit, donc une présentation de 45-50 minutes et un échange avec des questions-réponses. Dans la salle, donc, tout passera par les micros. Je vous demande de lever la main pour poser les questions. Mais en distanciel, vous pouvez aussi poser des questions en envoyant un mail à causerie@saisie.fr. Vous mettez votre question. Si vous êtes apprenant, précisez quand même votre formation et votre centre saisie. Et puis, je ferai le relais et je poserai la question donc, à l'intervenante de ce jour. Donc, merci à tous, encore une fois. Merci à vous qui regardez à travers l'écran, mais merci surtout à notre première causeuse de la saison. On peut l'applaudir pour lui donner un peu de courage. Et puis, une très bonne causerie à tous. Bonjour à tous, je suis ravie de faire cette première causerie. Alors effectivement, on va parler aujourd'hui de harcèlement moral et sexuel au travail. Alors c'est un sujet qui est une petite partie d'un autre sujet qui est plus large, qui est la santé, la sécurité au travail. Je travaille dans un cabinet d'avocats qui traite de ça, la santé, sécurité au travail, de manière générale. Alors je vais vous replacer le contexte d'abord. Je pense que vous avez remarqué, comme moi, que depuis quelques années, les questions de responsabilité font l'actualité de tous les jours. Si vous regardez la télévision un soir, que vous regardez le journal télévisé de 20h, eh bien vous vous rendrez compte qu'une des premières informations de la soirée, c'est une information de nature judiciaire. On vous dit que quelqu'un rentre de prison, sort de prison, a été mis en examen, est jugé. Voilà. Donc on a cette actualité judiciaire sur le devant de la scène en permanence tous les jours. Alors on a d'abord les affaires criminelles classiques. On a ensuite les affaires de nature politico-financière, fraude fiscale, abus de biens sociaux, etc. Et puis si vous penchez un peu là-dessus, vous vous rendrez compte qu'on a aussi beaucoup d'affaires sur les phénomènes accidentels et si on élargit un peu sur les atteintes à la santé. Et donc depuis quelques années, eh bien, on a vu un certain nombre d'affaires défrayer la chronique, là dont vous avez une partie à l'écran. Par exemple, l'explosion de l'usine AZF, la catastrophe du stade de Furiani, l'affaire du sang contaminé, l'amiante, le Mediator, France Télécom, dont on va beaucoup parler, l'usine Lubrizol, il n'y a pas longtemps, et puis tout ce qui agite nos sociétés sur le danger du plomb, de l'aluminium, des éthers de glycol, etc. La vache folle, la pilule de deuxième génération, le glyphosate, etc., etc. Il y en a un certain nombre, et en fait, on voit
qu'il y a une judiciarisation de ces affaires relatives aux atteintes à la santé et la sécurité au travail. Alors, ça ne veut pas dire qu'elles n'existaient pas avant, hein. Elles existaient, ces affaires. Seulement, elles n'investissaient pas le terrain judiciaire. Ça n'intéressait pas les procureurs de la République, ça n'intéressait pas les inspections du travail, et ça ne se retrouvait pas devant les tribunaux. Alors, comment ça se réglait ? Eh bien, ça se réglait dans les bureaux des caisses primaires d'assurance maladie et des assurances, hein, dans les bureaux d'assurance. C'était une question d'indemnisation et pas une question qui se retrouvait devant les tribunaux. C'est une évolution qu'on connaît, pas qu'en France, hein, on connaît ça partout, dans tous les pays européens et même dans tous les pays du monde. Alors, la première question qu'on peut se poser, c'est pourquoi ? Pourquoi on connaît cette évolution ? Pourquoi on a maintenant des questions de responsabilité en matière de santé et sécurité au travail ? Alors, on a 3 grandes explications. Première explication, c'est qu'on a une opinion publique qui est de plus en plus informée, de plus en plus réactive et qui n'accepte plus du tout les accidents. Avant, ce n'était pas bien le cas, hein. Avant, on considérait que finalement, un accident de temps en temps, ce n'était pas bien grave. C'était la rançon du progrès. Voilà, au nom du progrès technique, scientifique, médical, eh bien, il pouvait y avoir de temps en temps des dommages collatéraux, des accidents. C'était comme ça. Les plus anciens vous diront, on ne faisait pas d'omelette sans casser des œufs. Donc, il y avait des accidents et c'était une forme de fatalité, on acceptait ça. Eh bien ça a complètement changé. Aujourd'hui, on considère qu'à chaque fois qu'il y a une atteinte à la santé, c'est un dysfonctionnement social. Et même si je vais plus loin, c'est un dysfonctionnement de l'équipe managériale qui n'a pas permis d'éviter l'événement, d'éviter l'accident. Et donc voilà, on cherche des coupables, on met sur le devant de la scène des coupables. Alors, je peux vous donner quelques exemples. Par exemple, les partenaires sociaux. Il y a quelques années, ils s'intéressaient à quoi quand on parlait d'emploi ? Eh bien, ils s'intéressaient au fait que tout le monde ait un travail, tout le monde ait un salaire. C'était ça l'important. Le fait qu'il y ait des conditions de travail correctes, ça ne les intéressait pas beaucoup non plus. Alors, comment ça s'est passé ? Eh bien, premier étage de la fusée, on a commencé à s'intéresser à la santé physique. Cancer professionnel, TMS, troubles musculo-squelettiques. Et puis, on a mis dans le Code du travail toute une série de dispositions, toute une réglementation pour obliger les employeurs à s'intéresser à ça. Donc on a mis dans le Code du travail l'obligation d'évaluer les risques, l'obligation de former les salariés, l'obligation de fournir des EPI, l'obligation de fournir des équipements de protection collective, etc., etc. Donc premier étage de la fusée, première chose à laquelle on s'est intéressé, la santé physique. Et puis, deuxième étage de la fusée, à un moment donné, on s'est intéressé aussi à la santé mentale, les RPS, le harcèlement moral, le harcèlement sexuel. À la fin des années 2000, on a eu une affaire que vous connaissez tous, qui a été retentissante, hein, c'est l'affaire France Télécom. Puis, troisième étage de la fusée, on s'est intéressé à la synthèse des deux, à la QVT, la qualité de vie au travail. Et puis, il y en a même aujourd'hui qui nous disent qu'il y aurait un quatrième étage de la fusée qui serait le bonheur au travail, le bien-être au travail. Bon, on ne va pas trop s'exciter sur ces notions-là, hein, mais retenez qu'on a quand même une trajectoire qui est très puissante. Santé physique, santé mentale, QVT, qualité de vie au travail, et voilà. Et donc on a la santé physique, mentale, QVT, qui est au cœur aujourd'hui de la vie professionnelle, et il n'y aura pas de retour en arrière, hein. C'est vraiment un mouvement qui est dans l'opinion publique, qui est vraiment très ancré, et effectivement, il n'y aura pas de retour en arrière. Alors, deuxième explication à tout ça, c'est les magistrats. Les magistrats sont devenus de plus en plus rigoureux, de plus en plus sévères, forcément. Et donc, avant, les magistrats, qu'est-ce qu'ils se disaient ? Finalement, il y a un accident, il y a une atteinte à la santé, mais quelque part, il y a deux malchanceux. Il y a la victime, évidemment, et puis il y a l'employeur. C'est arrivé chez lui, ça aurait très bien pu arriver chez l'autre. Donc, on ne lui inflige pas une sanction très lourde. On lui inflige une petite sanction de principe, une petite amende, mais on ne va pas aller sur des sanctions lourdes. Alors que maintenant, ça a complètement changé. Les magistrats ont la main lourde, hein. Ils n'hésitent plus du tout à condamner maintenant les dirigeants, les membres de l'encadrement, les entreprises, quand il y a une atteinte à la santé. Alors, je vous ai mis un exemple qui est l'affaire France Télécom, et en matière de harcèlement moral et sexuel, qui est assez parlante, hein. La personne morale France Télécom, qui est devenue Orange, elle a été condamnée à 75 000 € d'amende, qui était le maximum encouru pour l'infraction à ce moment-là. La personne physique, le PDG, Didier Lombard, vous en avez sûrement entendu parler, il a été condamné, lui, à 1 an de prison, dont 8 mois avec sursis et 15 000 € d'amende. Donc vous imaginez, pour des notions qui n'existaient pas il y a encore quelques années, maintenant les magistrats ont vraiment la main lourde et n'hésitent plus à condamner les dirigeants, et à condamner les dirigeants même à des peines de prison devant les tribunaux correctionnels. Troisième explication, eh bien, c'est la loi, qui est elle aussi de plus en plus répressive. C'est normal, hein. La loi, c'est une science humaine, c'est le reflet d'une société à un moment donné. Donc, la société a changé, je viens de vous l'expliquer, et la loi a changé aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a vu apparaître ?
En 1994, ça date un peu, on a eu l'apparition d'un nouveau coupable, la personne morale. Désormais, les personnes morales, les sociétés, peuvent être condamnées pénalement devant les juridictions répressives. On a aussi les textes qui ont évolué, notamment les infractions de harcèlement moral et harcèlement sexuel se retrouvent dans le code pénal, dans le code du travail, et c'est des notions, des définitions qui sont régulièrement étendues. Et donc, par exemple, là, on vient d'avoir une nouvelle loi le 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail, qui a encore élargi la définition du harcèlement sexuel en rajoutant que ça pouvait être des propos ou comportements à connotation sexiste. Donc on a une loi qui donne les textes aux magistrats, les textes adéquats qui sont de plus en plus étendus. Et enfin, on a des sanctions encourues qui sont fortes. On a par exemple, pour les délits de harcèlement moral et harcèlement sexuel, on encourt quoi ? 2 ans d'emprisonnement et 30 000 € d'amende. Donc si je récapitule où on en est, eh bien, on a une opinion publique qui n'accepte plus les accidents, qui n'accepte plus les atteintes à la santé et qui n'accepte plus non plus le harcèlement moral et sexuel, qui a un sens symbolique très fort dans les entreprises. On a des magistrats qui sont de plus en plus rigoureux, qui ont la main de plus en plus lourde et qui n'hésitent plus à condamner les dirigeants, notamment à des peines de prison. Et on a une loi qui nous permet de taper un peu partout, personne physique, personne morale, et avec des sanctions très fortes, 2 ans d'emprisonnement, 30 000 € d'amende. Alors, rentrons maintenant dans la définition du harcèlement moral. Le harcèlement moral, c'est une notion qui a été portée par Marie-France Irigoyen. Je ne sais pas si vous connaissez ce nom. C'est une psychiatre qui, à un moment donné, a fait un DU de victimologie. Et dans ce DU, elle parlait du harcèlement au sein de la famille. Donc elle a fait tout son DU et tout son mémoire sur le harcèlement au sein de la famille. Et à la fin de son mémoire, elle a fait une petite partie sur le harcèlement moral au travail. Et en fait, c'est sa définition, ce qu'elle a mis dans son mémoire lors du DU, qui a été repris par les députés quand il s'est agi d'intégrer le harcèlement moral au Code du travail. Et donc, aujourd'hui, on a cette définition du harcèlement moral qui est constituée de faits constitutifs de harcèlement répétés, ayant pour objet ou pour effet de dégrader les conditions de travail du salarié. Alors, on va voir tous ces éléments un par un. D'abord, les faits constitutifs de harcèlement. Alors, faits constitutifs de harcèlement, la loi ne nous donne pas les détails. On ne sait pas ce que c'est des faits constitutifs de harcèlement. Je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi. Mais avec la pratique, avec la jurisprudence, on arrive à savoir à peu près, à catégoriser à peu près ce que pourraient être des faits constitutifs de harcèlement. Alors on a 4 catégories. L'atteinte aux conditions de travail, l'isolement et le refus de communication, l'atteinte à la dignité et la violence verbale et ou physique. Alors prenons d'abord l'atteinte aux conditions de travail. On retire à la victime son autonomie ou son travail. On conteste systématiquement toutes ses décisions. On critique son travail injustement. On lui retire l'accès aux outils de travail. On lui donne en permanence des tâches nouvelles. Ça, voilà, c'est une manière de déstabiliser quelqu'un. Et vous voyez que sur cette notion-là, sur l'atteinte aux conditions de travail, la frontière avec un manager qui serait très exigeant, pointilleux, qui serait tout le temps sur le dos de ses collaborateurs, et un harceleur, elle est un peu ténue. On a du mal à faire la différence. Ensuite, isolement et refus de communication. On interrompt la victime sans cesse. On communique avec elle uniquement par écrit. On refuse tout contact avec la victime. On l'installe à l'écart des autres. Bon, là, il y a vraiment une mise à l'écart de la personne. On lui fait comprendre qu'elle ne fait plus partie de la communauté de travail, que son avis, quelque part, n'est pas intéressant. Quand on interrompt sans cesse la victime, ça, c'est une manière de dire à quelqu'un « tais-toi », finalement. C'est mécaniquement, comme on l'interrompt, la personne va finir par se taire. Donc c'est une manière de lui dire « tais-toi », de lui faire comprendre que son avis n'intéresse pas et de la mettre à l'écart. Et donc, ce qu'on constate quand il y a ce phénomène-là, c'est souvent qu'il y a un phénomène de meute, un phénomène de groupe. Vous avez le chef, le leader, qui va mettre à l'écart une personne, et en fait, tout le monde suit. Tout le monde tombe sur la même personne. Donc, on a vraiment ce phénomène de meute. Ensuite, je vais très vite pour qu'on ait le temps de tout voir. L'atteinte à la dignité. On utilise des propos méprisants pour qualifier la victime. On utilise envers elle des gestes de mépris, soupirs, haussement des épaules. On fait courir des rumeurs. On se moque de ses origines ou de sa nationalité. On s'attaque à ses croyances religieuses ou à ses convictions politiques. Là, vous voyez, on est à la limite de la discrimination. C'est presque de la discrimination. C'est du harcèlement discriminatoire. Et je rajoute d'ailleurs là-dedans des tâches humiliantes. Par exemple, je me souviens d'un dossier
où c'était dans un club de vacances. Le directeur allait régulièrement à l'accueil, où il y avait une dame qui tenait l'accueil, et il lui disait qu'elle faisait du sale boulot, sauf qu'il lui disait devant les clients. Les clients étaient là, étaient dans la salle. Alors à la limite, qu'ils lui disent que son boulot est mal fait, pourquoi pas? C'est son rôle de cadrer. Mais lui dire devant les clients en permanence, c'est une manière de l'humilier, de la mettre en avant et de l'humilier devant les clients. Donc on tombe là-dessus. On peut être dans un agissement constitutif de harcèlement, puisque c'est une atteinte à la dignité. Et enfin, on a la violence verbale et physique. On menace la victime de violences physiques, on l'agresse physiquement, même légèrement, on la bouscule, on lui claque la porte au nez, on hurle sur la personne. Ça, c'est une forme de violence. Alors même s'il n'y a pas une agression physique en tant que telle, il y a une violence. C'est une manière d'intimider l'autre. Et il y a même une façon d'intimider l'autre qui est de se rapprocher très très proche de la personne. Vous savez, on a une espèce d'enveloppe corporelle, une sphère proximale de développement. Et si quelqu'un s'approche trop près, rentre dans cette sphère, finalement on peut vivre ça comme une agression. Donc ça peut rentrer là-dedans, ça peut être un agissement, un fait constitutif de harcèlement, quelqu'un qui vous parle beaucoup trop près, qui s'approche beaucoup trop près de vous pour parler. Voilà pour les faits constitutifs de harcèlement. C'est la première chose à caractériser pour caractériser le harcèlement moral. Ensuite, il faut que ces actes soient répétés. Il faut une répétition. Ça veut dire qu'un acte isolé, même s'il est très grave, même si c'est quelqu'un qui vous hurle dessus très très violemment, ce ne sera pas du harcèlement moral. Il faut cette répétition. Alors maintenant, la jurisprudence est assez large. On nous dit que la répétition, 2 fois suffisent. 2 agissements suffisent pour caractériser la répétition du harcèlement moral. Alors je vous l'accorde, ça va être 2 agissements assez carabinés, de gros agissements, mais c'est possible. Et on voit qu'il n'y a aucune limite. Même s'il y a très peu d'agissements, ça peut caractériser un harcèlement moral, ce n'est pas du tout une limite. La jurisprudence nous dit aussi que les faits peuvent être espacés dans le temps. Là, vous voyez, j'ai mis 2 ans, parce que c'est quelque chose qui a déjà été jugé par la Cour de cassation, qui est venu nous dire que s'il y avait un premier agissement et 2 ans après un second agissement, c'était bon, on pouvait rentrer dans la qualification. Donc, ils n'ont pas à être rapprochés dans le temps, ça peut être vraiment espacé comme ça. À l'inverse, on peut avoir beaucoup d'agissements sur une période très brève. La jurisprudence est déjà venue nous dire que sur une période d'1 mois, ça fonctionne. Donc, certes, il faut une répétition, mais la jurisprudence est très large avec cette notion. 2 fois suffisent, ça peut être très espacé dans le temps, ça peut être sur une période très courte. Voilà, donc ce point-là, cet élément constitutif souvent ne pose pas difficulté parce qu'on a facilement la répétition. Ayant ou pour objet, c'est des propos ou comportements qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail. Alors, pour objet, c'est le harcèlement volontaire. C'est l'image d'Épinal du pervers narcissique, le harceleur qui prend plaisir à faire souffrir sa victime. Alors, juste au passage, c'est quoi un pervers narcissique? C'est quelqu'un qui a une personnalité narcissique, qui veut se mettre en avant, qui veut que tout ce qu'il fait soit considéré comme grandiose. Et donc ce genre de personnes, quand ils n'arrivent pas à mettre en avant ce qu'ils font, ils doivent créer l'écart avec les autres. Donc ils vont écraser l'autre, et pour créer l'écart. Et on tombe dans ce mode-là, cette option-là, c'est le harcèlement qui a pour objet de dégrader les conditions de travail. Mais bon, ça, vous imaginez bien que c'est assez rare. On tombe souvent dans la deuxième option, pour effet. Et là, on est sur un harcèlement involontaire. Là, on est sur le manager qui reçoit une pression de sa hiérarchie et qui répercute la pression sur ses équipes, mais il n'a pas l'intention de les faire souffrir. Il n'a pas du tout l'intention de les harceler. C'est juste qu'il ne sait pas gérer la pression et que du coup, il répercute cette pression sur ses collaborateurs. On est aussi, par exemple, dans les cas où dans une société, il y a un dirigeant qui est un peu plan-plan, qui laisse un peu faire, qui est à quelques temps de la retraite, voilà, qui est un peu plan-plan, il part à la retraite. Et puis, du jour au lendemain, arrive le dirigeant hyper jeune qui sort d'une école de commerce et qui n'a pas du tout envie de mal faire. Au contraire, il veut très bien faire. Il veut tout réorganiser, il veut que tout le monde se mette à bosser. Et donc, il va mettre la pression sur ses équipes. Eh bien, on peut très bien rentrer dans cette définition. Il n'a pas voulu le harcèlement, il n'a eu aucune intention de nuire. Au contraire, il voulait bien faire. Mais ça a eu pour effet de dégrader les conditions de travail de ses collaborateurs. France Télécom, par exemple, je vous en parlais un petit peu. France Télécom, vous savez, toute l'équipe dirigeante, ils ont été condamnés en 2019. Je vous ai donné les condamnations tout à l'heure. Eux aussi, ils n'avaient pas envie de harceler toutes leurs équipes. Mais qu'est-ce qui s'est passé?
Et ben, France Télécom, il y avait la révolution numérique, il fallait bien transformer France Télécom en ce que c'est devenu aujourd'hui, c'est Orange, et donc c'est plus du tout la même chose. France Télécom, c'était plan-plan, il fallait un petit peu réveiller tout le monde, et les dirigeants, ce qu'ils voulaient, eux, c'était un peu déstabiliser un certain nombre de personnes pour les faire partir. Juste avant le début du changement, il y a eu une conférence, comme on fait aujourd'hui, avec les 200 principaux cadres de France Télécom, et le PDG, Didier Lombard, leur disait il va falloir faire partir 20 000 personnes, ils vont partir par la porte ou par la fenêtre. Autrement dit, on va les déstabiliser pour qu'ils partent. Bonjour l'ambiance, hein. Donc voilà, à France Télécom, il n'y avait pas une volonté d'harceler, mais il y a eu un changement très fort, très puissant, et on s'est retrouvés comme ça, avec malheureusement ce qu'on sait, des salariés harcelés et qui finissent par mettre fin à leur jour au sein de la société. Donc on était là aussi sur ce pour effet. Aucune volonté des dirigeants. Alors, ça veut dire quoi ? Que finalement, l'intention du harceleur ne compte pas. C'est pas parce que le harceleur va venir dire qu'il n'avait pas du tout l'intention de harceler qu'il va s'en sortir. L'intention ne compte pas. Et puis, dernier élément constitutif, c'est la dégradation des conditions de travail. Alors, on pense tout le temps que pour qu'il y ait du harcèlement moral, il faut que la personne soit en dépression. Ça, c'est faux, on le voit bien là. La dégradation des conditions de travail, c'est 3 éléments. C'est certes l'altération de la santé physique et mentale de la victime, ça c'est la dépression, mais ça peut très bien être aussi l'atteinte au droit et à la dignité de la victime ou la compromission de l'avenir professionnel. Et donc là, il n'y a pas besoin d'avoir une atteinte à la santé aussi puissante qu'une dépression, un trouble anxieux, etc. Le simple fait d'avoir subi une atteinte à ses droits, ça va suffire pour caractériser le harcèlement moral. Ok ? Alors, petite précision importante. Dans tout ce que je viens de vous dire, là, les 4 éléments constitutifs du harcèlement moral, je ne vous ai jamais parlé de temps et de lieu de travail. Le harcèlement moral, il n'y a pas besoin qu'on se trouve au temps et au lieu de travail. Du harcèlement, par exemple, sur quelqu'un qui est chez elle, qui est à son domicile, qui reçoit des coups de fil, qui reçoit des SMS, ou alors du harcèlement au bar entre collègues, ça marche très bien. Pas besoin d'être au temps et au lieu de travail. Alors passons au harcèlement sexuel. Le harcèlement sexuel, il a été redéfini en 2012. Qu'est-ce qui s'est passé en 2012 ? En fait, il y a quelqu'un qui était accusé de harcèlement, c'est allé jusqu'en cour de cassation. Et en cour de cassation, la personne a dit que finalement, le harcèlement, la notion de harcèlement sexuel, n'était pas assez précise. Et donc, il a formulé ce qu'on appelle une QPC, et il a demandé à ce que le Conseil constitutionnel se prononce sur la compatibilité entre le délit de harcèlement sexuel tel qu'il était écrit avant, et le fait qu'on ne peut pas condamner quelqu'un sur des faits, sur un texte qui n'est pas assez précis. Et donc, à ce moment-là, le Conseil constitutionnel a dit qu'effectivement, le texte n'était pas conforme à la Constitution, et il a été annulé, tout simplement. Et le Parlement a tout de suite revoté un nouveau texte, et c'est pour ça que depuis 2012, on a ce texte-là avec 2 formes de harcèlement sexuel. Les 2 formes, c'est quoi ? C'est d'abord des propos ou comportements répétés à connotation sexuelle, ou, la deuxième forme, un acte sous forme de pression grave. On va voir l'une après l'autre. Première forme, c'est la répétition. La répétition, on a des agissements à connotation sexuelle répétés qui ont des conséquences nocives pour la personne. Des agissements à connotation sexuelle, c'est quoi ? Soit des propos, des mots à connotation sexuelle, soit des gestes, des attitudes, des rumeurs, des SMS, des photos, on voit ça souvent. Voilà, donc c'est à peu près la même chose que pour le harcèlement moral. Il va falloir caractériser, il va falloir pointer un certain nombre d'agissements à connotation sexuelle cette fois. La Cour de cassation nous dit que le harcèlement sexuel peut être d'ambiance ou peut être environnemental. Alors ça, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est quand la victime n'est pas visée personnellement. C'est quand les propos ne la visent pas elle, mais qu'il y a une ambiance dans le collectif de travail. Par exemple, des grosses vannes bien lourdes. Ou le meilleur exemple, c'est le calendrier Pirelli. Vous affichez un calendrier Pirelli dans un coin où il y a des femmes nues. Ça va être une forme d'agissement à connotation sexuelle. On a eu un dossier aussi il y a quelques années où c'était un directeur de recherche qui avait un bureau avec une ambiance très lourde. Il avait un fond d'écran où il y avait des femmes nues. Il avait une statue sur son bureau qui était en fait en forme de phallus en bois. Et il avait, à côté de son siège, un tout petit tabouret qui était vissé au sol et sur lequel pouvaient s'asseoir toutes les étudiantes qui passaient dans son bureau. Donc vous imaginez, il n'y a pas de propos, il n'y a pas de gestes,
mais il y a une ambiance extrêmement lourde sur toutes les personnes qui rentrent dans son bureau, et c'est une ambiance à connotation sexuelle. Cette personne, elle a été condamnée à 9 mois d'emprisonnement ferme pour harcèlement sexuel d'ambiance, parce que son bureau faisait peser une ambiance très très lourde sur les personnes qui rentraient dans son bureau. Il faut aussi une répétition ou une accumulation. Alors une répétition, c'est comme le harcèlement moral, hein. 2 agissements suffisent. Il faut que ces agissements, pas forcément qu'ils soient espacés, ils peuvent être dans un temps court, tout ça est pareil. Il y a aussi ce qu'on appelle l'accumulation. Qu'est-ce que c'est l'accumulation ? C'est quand plusieurs personnes commettent ce genre d'agissement, chacun une fois, mais en fait, cumulé, ça commence à faire plusieurs agissements. Et ça rentre dans la définition. Ensuite, il nous faut des conséquences nocives pour la personne, une atteinte à sa dignité, une situation intimidante, hostile, offensante. Alors, une des premières réactions qu'on a quand on parle de ça en entreprise, il y en a toujours un pour nous dire alors on ne peut plus rien dire. En entreprise, on ne peut plus draguer, on ne peut plus faire un compliment, on ne peut plus rien dire. Donc ça appelle quand même une précision. C'est quoi la différence entre de la drague, même un peu lourde, et le harcèlement ? C'est ça. Pour le harcèlement, on est dans un rapport de domination. Le harceleur, il s'en fout de la vie de l'autre. Il est en train d'imposer les choses. Il est en train de rabaisser l'autre. Il s'en contrefout de si l'autre personne est d'accord ou pas. La drague, on n'est pas du tout là-dessus. La drague, c'est un rapport d'égalité. L'autre est d'accord, c'est flatteur, c'est réciproque, c'est respectueux, c'est partagé. Donc on est vraiment sur 2 choses différentes et on arrive très bien à faire la distinction. Et donc cette remarque, on ne peut plus faire de compliments, on ne peut plus rien dire en entreprise, est vraiment pas vrai. Tout dépend du rapport dans lequel ça s'inscrit, si on est dans un rapport de domination ou dans un rapport d'égalité. Deuxième forme de la définition, c'est l'acte isolé. Alors ça, clairement, c'est le chantage sexuel. C'est quelqu'un qui va proposer un acte de nature sexuelle en échange de soit un avantage. Un avantage, c'est quoi ? Un emploi, une augmentation, un renouvellement de CDD, une transformation d'une alternance ou d'un CDD en CDI. Ou alors, la contrepartie, c'est l'assurance que la personne va éviter un désavantage. À l'inverse, tu ne vas pas être licencié, tu ne vas pas être muté, je ne vais pas dégrader tes conditions de travail. Si jamais tu acceptes l'acte de nature sexuelle que je te propose. Donc c'est un chantage sexuel, tout simplement. Voilà. Et cette fois-ci, la répétition n'est pas nécessaire. Un seul acte suffit, un acte isolé suffit. C'est normal, c'est un acte beaucoup plus grave, on considère que c'est beaucoup plus grave, un chantage sexuel, que par exemple des propos ou des gestes à connotation sexuelle qui, là, doivent être répétés. Il faut aussi que la finalité de la pression soit d'obtenir un acte de nature sexuelle, mais alors le texte nous dit que ça peut être pour soi, mais ça peut aussi être pour un tiers. Ça, il n'y a pas de limite. 3 remarques là-dessus. Bon, d'abord, c'est l'intention qui compte. Évidemment, peu importe que l'acte de nature sexuelle ait eu lieu ou non. C'est pas ça l'important, c'est le chantage qui a été formulé à la victime. Deuxième chose, il n'est pas nécessaire de démontrer la volonté réelle de la personne d'aboutir à un acte sexuel. La personne qui vous dirait « c'est juste pour rire, je ne lui voulais aucun mal, c'était un jeu entre nous », et il y a vraiment évidemment que je n'avais pas envie de cet acte de nature sexuelle. Ça ne change rien. Ça ne permet pas à la personne de s'exonérer de sa responsabilité. Et puis, évidemment encore, mais c'est bien de le préciser, s'il y a un attouchement qui est imposé sur une des parties du corps qui sont considérées comme intimes ou sexuelles, le sexe, les fesses, les seins, les cuisses, la bouche, et là, il ne s'agit plus du tout d'un harcèlement sexuel. On est d'accord, Là, c'est une agression sexuelle. Alors, voilà un petit schéma pour identifier le harcèlement sexuel. D'abord, évidemment, vous allez identifier les agissements à connotation sexuelle, des propos, des actes, des comportements, des gestes, des décisions, le fameux chantage dont je vous parlais, attouchement, etc. Bon. Vous allez vous demander si les agissements sont répétés ou non. Si les agissements sont répétés, est-ce qu'ils ont porté atteinte à la dignité de la personne ? Ou est-ce qu'ils ont dégradé ses conditions de travail ? Si la réponse est oui, c'est du harcèlement sexuel. Les agissements sont répétés ou non ? Si la réponse est non, là on se demande si la personne a fait l'objet d'une pression grave en vue d'obtenir un acte sexuel. Si la réponse est oui, c'est aussi du harcèlement sexuel. On retrouve les 2 formes dont je viens de vous parler. Alors, le nerf de la guerre en matière de harcèlement, c'est évidemment la preuve. Ça, c'est une garantie qu'on a tous. Alors, côté victime, ça peut paraître un petit peu difficile, parce que la preuve est difficile à rapporter.
Mais du côté de n'importe qui, c'est une garantie quand même qu'on ne puisse pas nous condamner, notamment pénalement, sans preuve. Les juges ont besoin de preuves pour condamner quelqu'un. Et donc tout à l'heure, je vous ai dit que l'intention du harceleur ne compte pas. Ça, c'est vrai. Vous vous souvenez, pour objet, pour effet. Si on est sur pour effet, l'intention ne compte pas, le harcèlement peut être involontaire. Maintenant, ce qu'on nous dit souvent, c'est ça veut dire que seul le ressenti de la victime compte. Si une victime vient dire qu'elle est harcelée, ça va suffire. C'est pas vrai non plus. C'est pas vrai. Grâce à ça, il faut que la victime prouve les agissements. Comment ça se passe, la preuve en matière de harcèlement? Il y a 2 temps. D'abord, le salarié qui s'estime victime d'un harcèlement va présenter des éléments de fait qui laissent supposer l'existence d'un harcèlement. Des témoignages, des mails, des SMS, des messages vocaux. Ça, c'est les reines des preuves. C'est ce qu'on retrouve dans tous les dossiers. Témoignage, c'est le témoignage d'un tiers, quelqu'un qui a assisté à quelque chose. Les mails, des mails qui vont être tirés. On va voir les agissements par mail. Ça, c'est la reine des preuves aussi. Au passage, je vous le dis, un mail où vous écrivez en gros, en gras, en rouge, avec 1 milliard de points d'exclamation, ça équivaut à hurler sur quelqu'un. Donc faites attention aux mails, parce qu'on écrit des choses, et après, les mails sont sortis, et la preuve est établie. Les SMS, ça aussi, c'est assez facile. Et les messages vocaux, alors comment on fait les messages vocaux? C'est très simple aussi, on n'a pas l'impression, mais en fait, il suffit d'aller voir un huissier de justice. L'huissier de justice, il va retranscrire ce qu'il a écrit dans un procès-verbal, il va le signer, et vous avez votre preuve. Et on saura ce qui a été dit sur un message vocal. Donc voilà les preuves qui sont régulièrement apportées par les salariés. Ensuite, l'employeur peut se défendre, évidemment. Et qu'est-ce que va faire l'employeur? Il va essayer d'objectiver, on appelle ça comme ça, objectiver les faits constitutifs de harcèlement. Qu'est-ce que ça veut dire objectiver? Ça veut dire contextualiser. Ça veut dire expliquer peut-être la bonne raison pour laquelle il s'est passé ce qui s'est passé. Le meilleur exemple, une victime, un salarié qui dirait « on ne me donne plus de travail », on me retire de l'autonomie. La question, c'est pourquoi? Et si l'employeur explique qu'on ne donne plus de travail, mais c'est normal, il n'y a plus de commandes, il y a eu le Covid, on n'a plus de travail, c'est pour ça qu'on ne donne plus de travail. Ce n'est pas une volonté de te déstabiliser, ce n'est pas une volonté de t'expliquer que tu fais mal ton travail, c'est parce qu'il n'y a plus de travail. On te retire de l'autonomie. Peut-être que retirer de l'autonomie, parfois, pour certaines personnes, c'est une manière de les aider. C'est une personne qui ne maîtrise pas le sujet, c'est une personne qui est déjà dans une certaine difficulté, et donc on lui retire un peu d'autonomie pour l'aider. Ce n'est pas forcément une manière de déstabiliser et de montrer qu'elle est incompétente. Voilà, donc c'est comme ça que le contentieux s'installe, avec des salariés qui apportent quelques éléments de preuve, et l'employeur qui va répondre, agissement par agissement, un par un, pour essayer d'objectiver les agissements. Alors, petit quiz sur les auteurs de harcèlement. L'auteur d'un harcèlement doit-il être le supérieur hiérarchique de la victime, selon vous? Pas forcément, j'entends ça, c'est très vrai. Non, c'est pas nécessaire. Ça, c'est ce qu'on appelle le harcèlement descendant, du supérieur hiérarchique au subordonné. Mais on voit très bien aussi du harcèlement ascendant, du subordonné au supérieur hiérarchique, ça existe, et ce qu'on appelle du harcèlement horizontal entre collègues. Alors, vous voyez ce que j'ai mis en bas, là, les chiffres. Ça, c'est des études de victimologie. En fait, on n'a pas de chiffres. On a très peu de chiffres. On n'a pas de chiffres de la médecine du travail, on n'a pas de chiffres du ministère du Travail. Et du coup, on s'appuie sur les études de victimologie, qui sont en fait des études déclaratives, qui se fondent sur ce que disent les victimes elles-mêmes. Donc, c'est à prendre avec extrêmement des pincettes, parce que je pense que les chiffres réels sont un petit peu différents. Maintenant, c'est les seuls qu'on a, donc ça nous donne une petite indication. Vous voyez quand même que 58% des cas, le harcèlement, c'est un supérieur hiérarchique sur un subordonné. Et seulement 12% des cas, c'est un harcèlement qui vient de collègues, et 1% des cas, c'est un harcèlement qui vient du subordonné. Donc on voit quand même qu'il y a un lien très fort entre le pouvoir hiérarchique et le harcèlement, malgré tout. Un tiers à la relation de travail peut-il être poursuivi pour harcèlement moral ? Je vous entends mal. Tout le monde ? Vous êtes d'accord, les autres ? Ouais, oui, tout le monde. Donc un tiers à la relation de travail pourrait totalement être un harceleur. Vous prenez un client, un fournisseur, ça pourrait être le harceleur. Et il y a des arrêts comme ça, par exemple, dans une copropriété, le président du conseil syndical harcelait la concierge. Dans ce cas-là, il n'y a pas de relation de travail, mais il a été condamné pour harcèlement. Pareil, il y a un arrêt où c'était le fournisseur Coca-Cola qui harcelait la serveuse d'un bar.
c'est pareil, il a été condamné pour harcèlement. Donc un tiers peut tout à fait être harceleur. Et dernière question, la personne morale peut-elle être poursuivie pénalement pour des faits de harcèlement moral? Oui. J'entends oui. Eh bien, tout à fait. La responsabilité pénale d'une personne morale peut être engagée, je vous l'ai dit tout à l'heure. Et en matière de harcèlement moral, ça marche. Et on voit des personnes morales condamnées. Le meilleur exemple, on en parle depuis tout à l'heure, c'est France Télécom, qui est devenue Orange, mais qui a été condamnée pour harcèlement moral. Alors, au passage, ce qui est très important pour les entreprises, ce n'est pas l'amende qu'ils vont se prendre, hein. C'est important, mais c'est peut-être pas la condamnation la plus importante pour eux. La condamnation, entre guillemets, qui leur importe, c'est l'atteinte à l'image. Vous imaginez une entreprise qui fait la une des journaux pendant des mois parce qu'il y a un procès, parce qu'il y a eu des suicides dans cette entreprise, c'est dévastateur, hein. C'est pas du tout bon pour les affaires. Et notamment, vous voyez, France Télécom, une des premières décisions qui a été prise par le comité de direction après ces affaires, ça a été de changer le nom de la société. France Télécom n'existe plus, c'est Orange. Et c'est à cause de ça, très directement à cause de ça. Autre chose, les magistrats ne sont pas tout à fait les mêmes avec les grosses sociétés et avec des petites TPE. Donc plus vous êtes dans une grosse société, plus on va attendre de vous d'être exemplaire, notamment sur ces questions-là. Et donc les magistrats condamnent plus facilement les grosses sociétés, les sociétés qui ont pignon sur rue, que tout le monde connaît, vont être condamnées lourdement pour harcèlement moral. Les victimes. Qui peut être victime de harcèlement? Eh bien, les salariés, mais aussi les personnes en formation, en stage, les candidats au recrutement, à un stage, à une formation. Et puis, c'est évidemment la personne qui subit le harcèlement, mais c'est aussi celui qui refuse de subir, qui dit non. C'est aussi celui qui témoigne des agissements qu'il a vus. Tous ces gens-là sont protégés et sont considérés comme victimes d'un harceleur. Alors, la victime, souvent, ce qu'on entend aussi, c'est que finalement, c'est très facile d'instrumentaliser tous ces textes et de se prétendre victime pour obtenir un avantage. Alors, je vous donne un petit conseil, si un jour vous êtes confronté à tout ça, vous verrez qu'une véritable victime ne pense pas tout de suite à tirer un avantage, hein, pas du tout, au contraire. En fait, une victime, elle est au début complètement en perte de repère. Elle ne sait pas ce qui lui arrive, elle ne comprend pas. Et donc, elle est en perte de repère, elle est même en déni, hein. Souvent, on a des victimes qui se rendent même pas compte que la situation qu'ils sont en train de vivre est anormale. Et puis, deuxième phase, ils vont demander à comprendre. Ils vont essayer de reprendre pied et ils vont demander à comprendre ce qui se passe. Ils sont dans l'hyper-questionnement de ce qui se passe. Et puis, finalement, il y a le développement d'un sentiment de culpabilité. Ils essayent de comprendre, mais c'est tellement incompréhensible ce qui leur arrive qu'ils se remettent eux-mêmes en cause et ils finissent par culpabiliser de ce qui se passe. Donc, vous voyez tout le mécanisme psychologique, hein, ce n'est pas du tout des gens qui sont en train de demander et de tirer un avantage de la situation. Alors, on a aussi l'apparition d'une symptomatologie qui est en lien avec les situations de harcèlement et qui sont facilement identifiables. Vous allez avoir quelqu'un qui vous dit qu'il a mal au ventre, quelqu'un qui vous dit qu'il n'arrive pas à dormir, qu'il est en perte de repère complet par rapport à son travail, qu'il se sent vide au travail, qu'il ne sait plus quoi faire au travail. Voilà, donc ça, c'est les premiers symptômes de ce qu'on voit après le harcèlement. Et puis, on sait qu'une victime de harcèlement, entre le moment où elle est victime du premier agissement et le moment où elle va dénoncer le agissement, il se passe entre 1 à 3 ans. Donc vous imaginez, la victime a le temps de développer certaines pathologies, de développer de l'anxiété, de développer parfois même des stress post-traumatiques, ce qui ressemble, de développer aussi une dépression. Donc voilà, on travaille beaucoup avec des psychologues qui voient ça régulièrement et qui qualifient régulièrement ce qu'on voit chez les victimes. C'est très frappant, hein, c'est toujours à peu près ces mêmes symptômes. Alors, les risques juridiques. On a un risque civil, qui est le risque prud'homal, et un risque pénal. Alors, il faut que je vous explique la différence. Le risque civil, la responsabilité civile, qu'est-ce que c'est? La responsabilité civile, les enjeux, c'est des enjeux d'indemnisation. La victime qui subit un harcèlement va demander à être indemnisée de son préjudice. Elle va demander à ce que le responsable de son harcèlement lui verse de l'argent. Et on appelle ça des dommages et intérêts. La responsabilité pénale, c'est très différent. La responsabilité pénale marque les interdits dans une société. C'est la sanction des règles d'ordre public. Qu'est-ce que c'est l'ordre public? Eh bien, c'est les règles de vie en commun, qu'on respecte tous, hein. Tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, tu respecteras le code de la route, tu respecteras le code du travail. Et donc la responsabilité pénale, ça permet de sanctionner
quelqu'un qui ne respecte pas ces règles d'ordre public. Alors, quand quelqu'un est condamné à la responsabilité civile, au titre de la responsabilité civile, l'argent qu'il va verser, c'est des dommages et intérêts qui vont directement dans les poches de la victime. Au titre de la responsabilité pénale, vous allez être condamné plutôt à une peine d'emprisonnement, à une amende. Et donc la somme d'argent que vous allez verser si vous êtes condamné au titre de la responsabilité pénale, c'est une amende qui va dans les poches du trésor public. Donc ça n'a rien à voir. C'est deux terrains très différents. D'un côté, c'est la victime qui mène l'action, qui engage l'action, qui demande à être réparée de son préjudice. Et d'un autre côté, le contentieux pénal, eh bien, c'est le procureur de la République, représentant de l'État, qui va engager l'action parce que vous n'avez pas respecté les règles d'ordre public. OK pour la différence ? Alors en matière de harcèlement, où on en est ? Eh bien d'abord, il y a un contentieux prud'homal. La victime de harcèlement dans l'entreprise va demander des dommages et intérêts, notamment à son employeur. Soit l'employeur ou l'encadrant dans l'entreprise a impulsé une politique de management qui a créé du harcèlement, et donc c'est directement l'auteur du harcèlement. Soit il y a eu du harcèlement par un collègue, mais en fait l'entreprise n'a pas protégé. Le salarié a peut-être alerté ses supérieurs hiérarchiques, a peut-être alerté la DRH, mais l'employeur n'a pas protégé. Donc il a manqué à l'obligation de prévention, et c'est ça que va demander le salarié. Il va demander des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de prévention. Il peut demander aussi un certain nombre d'autres choses devant le Conseil des prud'hommes, par exemple de solliciter la rupture de son contrat de travail, solliciter la résiliation de son contrat de travail, réclamer l'annulation d'une sanction disciplinaire, par exemple le licenciement. Il peut demander un certain nombre de choses donc à son employeur. Et puis à côté, on a la responsabilité pénale. Alors là, ça sort complètement de la relation employeur-salarié. On est, comme je vous le disais, dans une relation avec l'État, avec le procureur de la République. Et là, qui peut être responsable ? Eh bien, le harceleur, évidemment, la personne physique, mais aussi les encadrants pour les mêmes raisons que le contentieux pénal. Vous allez avoir l'encadrant qui n'a rien fait, qui n'a pas agi. Vous allez avoir la personne morale, l'employeur en tant que tel, la société, qui peut être aussi condamnée pénalement pour harcèlement moral ou sexuel. Alors, qu'est-ce qui se passe quand il y a une responsabilité pénale engagée ? On a une enquête de l'inspection du travail ou des services de police et de gendarmerie, puis une analyse de cette enquête et une décision du procureur de la République. Le procureur de la République, il a eu le choix, une fois qu'il a fait l'enquête, soit il peut renvoyer les personnes devant le tribunal correctionnel, soit il peut classer sans suite s'il considère qu'il n'y a pas assez d'éléments. Mais tout ça, du coup, sort de l'entreprise. C'est le procureur de la République qui maîtrise cette procédure. La dénonciation calomnieuse. Alors, à chaque fois que quelqu'un est accusé de harcèlement, vous verrez, si ça vous arrive ou si ça arrive dans votre entourage, le premier réflexe, c'est de dire je vais contre-attaquer. Je vais moi aussi attaquer en dénonciation calomnieuse. Je veux absolument qu'on sache que la personne qui est en train de me dénoncer ment. Alors juridiquement, ça, c'est quelque chose qui est une mauvaise idée en général. Pourquoi je dis ça ? Parce que c'est quoi la dénonciation calomnieuse ? C'est la dénonciation d'un fait que l'on sait totalement ou partiellement inexact et qui est de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires. Bon, la deuxième partie, de nature à entraîner des sanctions, ça c'est facile à caractériser, ok. Mais la première, la dénonciation d'un fait que l'on sait totalement inexact, ça c'est compliqué en matière de harcèlement. Ça veut dire que si vous êtes accusé de harcèlement, il va falloir démontrer que la personne qui vous a accusé savait qu'elle mentait au moment où elle vous a dénoncé. Sauf que même si vous arrivez à démontrer que le harcèlement n'est pas caractérisé, c'est très difficile de démontrer que la personne n'avait pas ce ressenti et que quand elle a dénoncé, elle mentait. Alors voilà, du coup, c'est vraiment une action qui est à utiliser avec parcimonie parce que très très difficile à faire aboutir. Maintenant, il y a un arrêt, à ma connaissance, c'est déjà arrivé que ce soit reconnu. Dans cet arrêt, c'était un comptable qui est parti à la retraite, un chef comptable, et puis son adjointe, une autre comptable, voulait absolument prendre sa place. Donc elle espérait que dès sa retraite, elle prendrait sa place. Et au dernier moment, malheureusement pour elle, c'est quelqu'un d'autre qui a été choisi. Et donc elle était très en colère, elle s'est précipitée à la gendarmerie, elle a expliqué que la personne qui allait prendre la place qu'elle voulait l'a harcelée. Et là, les gendarmes, du coup, ont fait une enquête, ils l'ont un peu cuisinée, ils lui ont posé des questions, ils l'ont auditionné. Et elle a fini par dire qu'effectivement, elle avait menti.
Elle avait menti, elle était en colère, c'était par dépit. Elle disait effectivement, je reconnais. Voilà, je reconnais, j'ai jamais été harcelée par monsieur untel, je l'ai fait parce que j'étais en colère. Et dans ce cas-là, la personne qui a été accusée a fait cette fameuse action en dénonciation calomnieuse. Et ça a marché. Mais ça a marché pourquoi ? Parce qu'on a été sûr, c'était certain que cette personne avait menti, elle l'a reconnu elle-même. Donc ça fonctionne, mais ça fonctionne que si vous êtes sûr et certain que la personne a menti, ce qui n'est vraiment pas évident. Alors, comment on fait pour éviter le contentieux ? Bon, à titre personnel, on a les bonnes pratiques. Je pense que ça, vous êtes assez sensibilisés les uns et les autres, notamment avec aujourd'hui ce genre de petites formations. Et puis, pour l'employeur, comment l'employeur fait pour éviter le contentieux et pour prévenir le harcèlement ? La Cour de cassation le guide un peu. Il lui dit en fait que lorsqu'un salarié dans l'entreprise rapporte des faits susceptibles de caractériser un harcèlement moral ou sexuel, même si ce n'est pas sûr, même si l'employeur doute de ce qu'est en train de dire le salarié, eh bien, il faut qu'il réagisse tout de suite, sans délai, immédiatement. Il faut réagir. Autrement dit, la Cour de cassation, les juges de manière générale, ne supportent plus les employeurs qui savent qu'il y a peut-être un souci dans un service, qu'il y a peut-être un harceleur qui est en train de harceler tout le service entier et qui ne font rien. Ça, la Cour de cassation ne supporte plus et condamne tout de suite les employeurs pour manquement à l'obligation de prévention. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on est employeur et qu'on veut se prémunir de ça ? On fait l'inverse. On agit immédiatement. Et agir immédiatement, c'est quoi ? Eh bien, c'est diligenter une enquête interne. Comment ça se passe, une enquête interne ? Tout simplement, c'est des auditions. C'est un comité d'enquête qui est constitué, qui est généralement paritaire, qui recouvre des représentants de l'employeur, des représentants des salariés, et qui vont faire la lumière sur ce qui s'est passé. Ils vont interroger la personne qui se plaint, ils vont interroger la personne mise en cause, ils vont interroger toutes les personnes qui gravitent autour de cette relation de travail et essayer de faire la lumière sur les faits, essayer de savoir ce qui s'est passé et essayer de savoir si le harcèlement est caractérisé. Si le harcèlement n'est pas caractérisé, on s'arrête là, mais au moins l'employeur peut justifier qu'il a respecté son obligation de prévention. Il est allé voir ce qui se passait. Si le harcèlement n'est pas sûr, s'il y a encore des doutes, c'est peut-être qu'il n'y a pas du harcèlement caractérisé, mais il y a peut-être d'autres choses. Il faut peut-être mettre en place d'autres actions. Il faut peut-être, par exemple, former le manager. Il y a peut-être un management maladroit, quelque chose qui ne va pas. Il y a peut-être un problème de charge de travail. Il y a peut-être un problème d'organisation du service ou de l'entreprise. Mais il y a peut-être un problème. Donc, on va faire une analyse de situation, on appelle ça. On va aller voir ce qui se passe en termes de risques psychosociaux, voir s'il n'y a pas d'autres problèmes que le harcèlement. Et puis, dernière situation, si le harcèlement est caractérisé. À la fin de l'enquête, on a tous les procès-verbaux d'audition, on a un rapport d'enquête du comité d'enquête qui nous explique que le harcèlement est caractérisé. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Eh bien, il faut que l'employeur prononce une sanction disciplinaire à l'encontre du salarié mis en cause. Et là, la Cour de cassation est très sévère puisqu'elle nous a dit récemment, pour un employeur qui avait prononcé un simple avertissement, que c'était totalement insuffisant. Et elle est venue dire aux employeurs, quand vous avez du harcèlement caractérisé à la suite d'une enquête, il faut licencier le salarié. Donc voilà, d'habitude, l'employeur a évidemment le choix de la sanction prononcée quand il y a une faute qui est commise par un salarié. Mais en matière de harcèlement, la Cour de cassation invite vraiment à la sévérité et à sanctionner avec un licenciement pour faute les salariés harceleurs. Voilà. On va passer aux questions. Questions-réponses. J'ai une question via le live de monsieur d'un apprenti étudiant en FISA BTP 21-24 donc à Nanterre qui souhaite savoir est-ce qu'un l'enregistrement d'un acte de harcèlement sans le consentement de la personne enregistrée est-il une preuve tangible et légale ? Oui, alors la preuve en matière pénale et en matière prud'homale est libre. Donc c'est totalement possible effectivement d'enregistrer quelqu'un et de produire cette preuve à partir du moment où elle sert la défense de la personne, et dans ce cas-là, effectivement, elle serait légale. Et on voit beaucoup d'arrêts, beaucoup de situations dans lesquelles les enregistrements sont admis. Alors, pour les questions, levez la main que j'apporte le micro. Bonjour. Bonjour. Moi, j'ai une question sur le cas de France Télécom. Oui. Donc vous nous avez dit, si je ne me trompe pas, 75 000 € d'amende. Est-ce que vous considérez que cette peine est à la hauteur des préjudices infligés, surtout quand on pense aux morts, aux suicides et autres ? Alors, je vous ai expliqué la différence entre la responsabilité civile et la responsabilité pénale. Évidemment, France Télécom a été condamné aussi
à indemniser. Là, les 75 000 € d'amende dont je vous parlais, c'est la peine d'amende qui a été infligée, donc version responsabilité pénale. Et la responsabilité pénale, malheureusement, on ne peut pas aller plus loin que les peines qui sont prévues par l'infraction au moment où les faits ont été commis. Et en fait, au moment où il y a eu les suicides, au moment où il y a eu le harcèlement, c'était la peine maximum, 75 000 € d'amende. Donc aujourd'hui, effectivement, avec du recul, on considère que ce n'est pas assez, je suis d'accord avec vous, mais voilà, sur le coup, ils ont mis quand même la peine la plus importante qu'ils pouvaient prononcer. Légalement, ils ne pouvaient pas prononcer plus. Oui. Une autre question par ici. Bonjour. Bonjour. Merci pour la causerie. Moi, j'ai une question. Vous avez dit tout à l'heure que l'intention ne comptait pas. Une personne peut harceler sans le vouloir. Oui. Avez-vous, dans votre expérience, vu une personne condamnée pour faire des harcèlements sans le vouloir? Oui, ça arrive régulièrement. C'est même la plupart des cas, en fait. C'est ce que je vous disais, le pervers narcissique qui prend plaisir à faire souffrir sa victime, c'est extrêmement rare. C'est vraiment très rare. Ce n'est pas les cas les plus fréquents. C'est le pour effet, et donc le harcèlement involontaire, est beaucoup plus fréquent. Je vous parlais d'un manager qui ne supporte pas la pression et qui va répercuter cette pression. Ça arrive régulièrement. Ou quelqu'un qui est simplement maladroit. Il y a des gens qui ont pour habitude d'hurler sur les autres pour communiquer. Ces gens-là, si à un moment donné, ils ne sont pas régulés, s'ils n'ont pas les bonnes formations, si on ne leur explique pas que c'est inapproprié, s'ils continuent à faire ça, ça peut constituer du harcèlement à un moment donné. Donc c'est la plupart des cas, on en a beaucoup de ce genre de situations. Bonjour et puis merci pour la causerie. Alors moi j'ai 2 questions. La première c'est que vous avez dit que du coup l'acte devait être sur une personne ou sur un groupe de personnes, mais que ça devait être des actes répétés pour du harcèlement moral. Oui. Et si par exemple une personne harcèle moralement une première personne sur un acte isolé, puis une seconde sur un autre acte isolé, et puis une troisième, est-ce que du coup ça compte comme du harcèlement moral? Oui, c'est ce qu'on appelle de l'accumulation. Et ça compte comme du harcèlement moral. Même effectivement. si ce n'est pas du coup la même personne. Oui, même si ce n'est pas la même personne. Okay. Ça peut être la répétition qui vient de la même personne et la répétition qui serait de plusieurs personnes, d'un groupe de personnes. Et notamment, c'est le cas quand c'est du harcèlement moral qui vient d'une politique de management générale. En fait, on va avoir des agissements qui viennent de plusieurs personnes dans l'entreprise. D'accord. Et ma dernière question, c'était est-ce qu'une personne qui... Parce que ça, c'était un point un peu flou pour moi. Est-ce qu'une personne qui... comme par exemple moi en tant que salarié, si je vois un acte de harcèlement, est-ce que je peux le dénoncer même si je ne suis pas victime de ce harcèlement? Oui, absolument. Alors c'est ça que la Cour de cassation pousse les employeurs à faire, c'est à mettre en place des procédures de signalement et d'enquête. Donc en fait, on incite tous les salariés et les managers en premier lieu à faire remonter tout ce qu'ils constatent dans leurs équipes. Et donc nous, c'est ce qu'on fait régulièrement. On met en place ces procédures de signalement avec les entreprises et après, on forme les managers pour les pousser à dénoncer et à faire remonter. Ça permet plein de choses, et notamment l'harmonisation des situations dans une entreprise. Et ce qui est important de savoir, c'est que vous êtes protégé, en fait. À partir du moment où vous dénoncez du harcèlement, il y a une protection par le Code du travail. Vous ne pouvez pas être licencié, vous ne pouvez pas faire l'objet d'une sanction. Vous êtes protégé pendant un moment. Ok, merci beaucoup. Bonjour. Bonjour. Fanta Ouattara, MSQSE, option RSE. Pour moi, en fait, la question, c'est pour les personnes qui ne sont pas sachantes, et qui sont victimes d'harcèlement, quelle démarche entreprendre? Alors, vous voulez dire en interne dans l'entreprise ou plutôt dans l'entreprise? Oui, dans l'entreprise. Dans l'entreprise, ce que je conseillerais à une personne qui est victime, c'est d'aller en parler au DRH, au RH, qui, s'ils ont ce genre de procédure dont je vous ai parlé, vont activer tout ça très vite. Ils vont faire une mini-enquête tout de suite, ils vont vous interroger si vous êtes victime, ils vont interroger la personne mise en cause, ils vont essayer de voir s'il y a un vrai sujet, s'il y a un vrai doute, si ce n'est pas quelque chose de grossier qu'on peut évacuer vite fait. Et si c'est le cas, ils vont mettre en œuvre toute la procédure d'enquête. Ils vont constituer le comité d'enquête, ils vont aller voir ce qui se passe et ils vont prendre des décisions. Donc c'est vraiment ça le levier, c'est d'alerter tout de suite la chaîne hiérarchique, d'alerter le DRH et de faire en sorte que dans l'entreprise, les agissements cessent. Parce qu'en fait, si vous commencez à aller chercher des leviers hors de l'entreprise, donc contacter un avocat, essayer de faire une action, ça va durer très longtemps. Ça, c'est des actions qui durent parfois 2-3 ans. Et puis surtout, dans l'entreprise, ça ne va pas cesser. Sauf si vous vous mettez en arrêt, vous allez subir les agissements encore un petit moment. Donc la première chose, c'est vraiment d'alerter les RH, et vous êtes aussi protégé, c'est ce que je viens de dire à mademoiselle, vous êtes protégé en tant que victime pendant un temps.
de sanctions, d'un licenciement, etc. Alors, bonjour à tous, merci pour cette présentation. On parle souvent de l'harcèlement sexuel de l'homme sur la femme, mais il y a aussi de la femme sur l'homme. Donc ma question est comment on peut réagir dans cette situation? Ça veut dire si l'homme a subi dans cette action. Merci. C'est exactement les mêmes principes. Ça change absolument rien que ce soit un homme sur la femme, une femme sur l'homme. Alors je vous le disais, on a très peu de chiffres, donc en fait on ne sait pas bien combien il pourrait y avoir de harcèlement sexuel d'une femme à un homme, d'un homme à une femme, mais le harcèlement sexuel qui serait subi par un homme, ça existe effectivement, sûrement moins que celui subi par les femmes, mais c'est exactement les mêmes définitions, exactement les mêmes principes, exactement les mêmes leviers d'action, ça ne change absolument rien. D'accord. Alors, moi j'ai une question en fait, plusieurs questions à la fois en fait, parce que c'est quand même, en fait, il y a une ambiguïté qui plane un peu sur ce que vous nous avez expliqué tout à l'heure par rapport au fait qu'on nous donne de nouvelles tâches en entreprise. Oui. Parce que je pense que nous tous, en fait, nous vivons cette situation. Donc, il faudrait quand même peut-être un peu expliquer pour qu'on puisse comprendre. Parce que ça porterait à confusion, en fait, voilà, le fait qu'on donne plusieurs tâches à une entreprise et tout. Non, mais donner plusieurs tâches à un salarié, c'est quelque chose de normal. Et ça peut même être vécu comme quelque chose de très stimulant pour certains salariés. D'avoir très régulièrement des nouvelles tâches en permanence, d'être stimulé, ça peut être quelque chose de très positif. Et c'est pour ça que je vous disais qu'il faut contextualiser les choses, c'est pour ça qu'on n'a pas de liste dans le texte. Si c'est donner des nouvelles tâches à quelqu'un qui est incapable de les gérer et quelqu'un qui, du coup, va être complètement déstabilisé par cette demande, là, on rentre dans le harcèlement. C'est ça la différence. C'est l'effet que ça provoque quelque part sur la victime. Et même si l'intention ne compte pas, l'intention que ça a, est-ce que c'est l'intention de montrer à quelqu'un qu'il est incompétent, qu'il ne va pas y arriver, de l'intention de le mettre en difficulté, de le déstabiliser peut-être pour qu'il parte? Ce n'est pas du tout la même chose que de donner des nouvelles tâches en permanence à quelqu'un pour stimuler cette personne et pour rendre son travail dynamique. Et la seconde serait plutôt par rapport au regard, en fait. Parce qu'il me semble que vous avez dit, en fait, que quand on ne regarde pas une personne, en fait, ça pourrait être interprété comme étant de l'harcèlement moral. Et par contre aussi, par rapport à la façon dont on regarde une personne aussi, ça peut être qualifié comme de l'harcèlement sexuel. Donc, est-ce que vous voulez bien nuancer un peu les deux pour qu'on puisse bien comprendre? Et pour ma dernière question, ce serait par rapport à l'enregistrement. Parce qu'il me semble en fait qu'il est tout à fait totalement interdit en fait, d'enregistrer une personne à son insu dans beaucoup de pays du monde, sauf dans certains pays aux États-Unis où c'est autorisé en fait de pouvoir enregistrer les personnes à leur insu. Donc dans ce cas de figure-là, est-ce que vous pouvez nous donner des exemples ou bien nous expliquer quand est-ce que c'est possible en fait d'enregistrer une personne à son insu? Merci beaucoup. Alors, vous pouvez enregistrer quelqu'un à son insu. Après, ce qui va changer, c'est l'acceptation par le juge de la preuve que vous apportez ou pas. Il se trouve qu'en matière de harcèlement moral et sexuel, je vous ai parlé de mails, de témoignages, etc., mais la preuve est très compliquée. Et donc parfois, le juge, parce qu'il faut donner une proportion à la preuve, va accepter la preuve du salarié qui est l'enregistrement. La preuve est libre, et donc le juge peut accepter. Et on voit régulièrement que le juge accepte des enregistrements, mais vous avez raison, ce n'était pas gagné. Pendant longtemps, il y a eu un débat. Pour ce qui est des regards, alors je vous ai dit effectivement, ne pas regarder quelqu'un, ça peut être constitutif de harcèlement moral. Pourquoi je dis ça? Imaginons des réunions d'équipe régulières où le chef d'équipe parle à tous les salariés et puis il y en a un, il ne lui parle pas, il ne le regarde même pas. Voilà, c'est là que le regard va jouer un rôle. Ce n'est pas le regard en soi et l'interprétation d'un regard, c'est le fait de ne pas considérer quelqu'un. Pareil, le harcèlement sexuel, en général, le regard, c'est quelque chose qui se rajoute. Il va y avoir des sifflets, des petits mots, et puis un regard de haut en bas. Vous voyez, le regard, c'est souvent un élément en plus. C'est un élément, malheureusement, qu'il est très difficile de prouver, là, pour le coup. Donc la seule preuve d'un regard, ça va être toute l'assemblée qui se rend bien compte qu'il y a un regard un peu particulier et dérangeant. Bonjour, je vous remercie de votre intervention. Je ne sais pas où vous êtes. Alors en fait, ma question concerne les éléments d'effet de l'harcèlement moral, donc à savoir la dépression, atteinte à la dignité, et la troisième, c'était compromettre l'avenir professionnel. Oui. En fait, j'avais lu quelque chose, c'était ils sont alternatifs et non pas cumulatifs. Oui. Donc je voudrais savoir pourquoi, savoir qu'un acte d'harcèlement moral peut tout à fait cumuler les trois.
Et forcément, quand on parle de responsabilité civile et de dommages d'intérêt et sanctions, ça devrait normalement être beaucoup plus important. Donc pourquoi ils ne sont pas cumulatifs? Voilà. Alors, ce qui n'est pas cumulatif, c'est... Enfin, il y a un élément constitutif du harcèlement qui est la dégradation des conditions de travail. Ça, il faut absolument que le juge arrive à prouver qu'il y a eu une dégradation des conditions de travail pour que le harcèlement soit caractérisé. Maintenant, dégradation des conditions de travail, ça se décortique en 3 éléments. Et ce n'est pas cumulatif parce qu'il vous suffit de prouver un seul élément pour que ce soit bon. On a la dégradation des conditions de travail. Si vous prouvez que parce que vous avez été harcelé, vous n'avez pas obtenu telle promotion, par exemple, il y a une compromission de l'avenir professionnel, ça suffit. Vous n'avez pas besoin de prouver que vous êtes en dépression. En revanche, si vous prouvez que vous êtes en dépression suite au harcèlement, ça suffit aussi. Vous voyez, c'est alternatif. C'est soit la dégradation des conditions de travail, soit l'atteinte au droit et à la dignité, soit la compromission de l'avenir professionnel. C'est l'un des 3, mais par contre, il faut absolument prouver qu'il y a eu une dégradation des conditions de travail. On va devoir conclure là, puisqu'on a fini les 14 heures. Merci beaucoup. Veuillez bien applaudir. Merci Aurélie. J'ai le plaisir, donc la semaine prochaine, de vous proposer une causerie sur le sport collectif et le management de la réussite, proposée par le coach de l'équipe de basketball de Nanterre et adjoint de l'équipe de France, qui viendra donc vous parler du management et du sport. On vous attend nombreux. Merci à ceux qui nous ont vus à travers l'écran. Donc là, c'est un petit peu rapide parce que beaucoup de personnes étaient intéressées. Je sais qu'il y avait des questions via le live. Je me permettrai de demander à Aurélie si elle veut bien répondre par mail à vos interrogations. Merci à tous et bon après-midi.